Mon petit ami a souri d'un air malicieux, je ne t'ai fréquenté que pour la rendre jalouse, tu n'as jamais même été une vraie petite amie. Je suis parti, le cœur brisé. Quelques semaines plus tard, le karma a frappé d'une manière. Cela l'a laissé complètement sans voix. Laura, tu illumines toute ma journée rien qu'en entrant, c'est ce que Steven m'a dit le soir où nous nous sommes rencontrés. Ces mots venaient si facilement, accompagné d'un sourire charmeur et d'un éclat dans ses yeux qui m'a fait me sentir vu comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Après si longtemps seul, c'était presque écrasant d'avoir quelqu'un qui me remarquait ainsi. J'aurais dû être prudente, mais au lieu de cela, j'ai laissé ces mots s'enfoncer droit dans mon cœur. Je ne cherchais personne. Vraiment, je ne cherchais pas. Je m'étais installé dans un rythme tranquille. Travail, soirée avec des livres, un déjeuner occasionnel avec une amie. Mon monde était calme, stable, prévisible. Et pourtant, il était là. Cet homme avec des manches retroussées, de la poussière sur son jean, et une sorte d'énergie nerveuse qui donnait l'impression qu'il était toujours sur le point de créer quelque chose de grand. Avant d'aller plus loin, merci d'être là et d'écouter. Si vous pensez que les femmes méritent un amour basé sur l'honnêteté et le respect, veuillez vous abonner. C'est gratuit et cela aide à partager ses vérités. Steven avait été engagé pour refaire le câblage d'une partie de la maison de ma voisine, et je l'ai croisé en transportant des courses. Il a proposé de m'aider avec les sacs, insistant même si j'avais dit que je pouvais me débrouiller. Au moment où nous sommes arrivés à ma porte, il avait déjà fait une blague sur mes talents en musculation et m'avait parlé de son rêve de diriger sa propre entreprise d'électricité. C'était décontracté, léger, mais il y avait une étincelle, le genre que l'on n'oublie pas une fois qu'elle vous atteint. Je n'étais pas naïve. J'avais déjà traversé des tempêtes, des relations qui m'avaient vidé, remettant en question ma valeur. Mais Steven était différent. Ou du moins, il en avait l'air. Il posait des questions sur ma journée et écoutait réellement les réponses. Il riait de mon humour peint sans rire et me taquinait même sur la façon dont j'organisais sérieusement mon étagère à épices. J'aimais la façon dont il se portait avec une sorte de fierté autodidacte, parlant de la construction d'une entreprise à partir de rien. Même s'il admettait que le processus lui faisait peur, il avait besoin de stabilité et j'en avais beaucoup à offrir. Cela s'est clairement manifesté. En quelques semaines, il a commencé à partager ses frustrations avec moi. À quel point il était difficile de gérer les factures. Qu'il craignait que les clients ne le prennent pas au sérieux. Que les nuits tardives le laissaient épuisé. Je suis naturellement tombé dans ce rôle. J'ai relu ses emails, rédigé la première page de son site web, et déposé des dîners chauds quand je savais qu'il serait trop fatigué pour cuisiner. Cela ne ressemblait pas à un fardeau. Cela ressemblait à un but, à l'impression que je faisais partie de quelque chose d'important, quelque chose qui grandissait. Bientôt, nous avions nos petites routines. Les vendredis soirs devenaient des soirées à emporter et à regarder des films où nous nous disputions pour savoir si la pizza ou le chinois était le meilleur choix. Le dimanche, nous parcourions les quincailleries ensemble, Steven expliquant la différence entre les calibres de fils pendant que je le taquinais sur sa façon de rendre cela poétique. Il riait chaque fois que je lui tenais une lampe de poche, disant que j'étais la seule à toujours le faire juste comme il faut. De petites choses, des choses ordinaires, mais elles sont devenues les nôtres. J'ai commencé à imaginer un avenir dans ces moments. Pas un avenir grandiose, pas le genre écrit dans les romans, mais quelque chose de stable. J'imaginais que nous rentrions du travail, partageant des contenants à emporter, riant des clients ou des voisins. J'imaginais les vacances passées côte à côte, lui réparant les guirlandes lumineuses pendant que je m'occupais de la dinde. Il ne s'agissait pas de feux d'artifice. Il s'agissait de paix. Après des années de chaos qui semblaient être tout, un soir, je l'ai surpris avec un cadeau. Un simple bracelet en argent gravé du nom de son entreprise, Weston Electric. Son visage s'est adouci en le voyant, bien qu'il l'ait rapidement dissimulé derrière une blague. Je suppose que ça me rend officiel maintenant, hein, dit-il en le glissant à son poignet. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était un signe de foi, une façon de dire « je crois en toi ». Je crois en nous. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. D'abord, c'était subtil. Il jetait un coup d'œil à son téléphone plus souvent, souriant à des messages auxquels je n'avais pas accès. Quand je parlais de nous, de peut-être planifier un week-end ou à quel point il serait agréable d'organiser un petit dîner pour des amis, ses réponses devenaient plus courtes, distraites. Il était là physiquement, mais pas entièrement avec moi. J'ai mis cela de côté, me disant qu'il était fatigué, stressé,
noyé sous le poids du lancement d'une entreprise. Je me suis rappelé à quel point il avait beaucoup à gérer, et à quel point les hommes comme lui pouvaient facilement être dévorés par l'ambition. J'ai excusé les réponses tardives à mes textos, les plans annulés, la façon dont ses étreintes semblaient un peu moins ancrées à chaque fois. Mais dans les moments de calme, le doute s'installait. Je restais éveillé après qu'il se soit endormi, fixant le bracelet à son poignet, me demandant si cela signifiait autant pour lui que pour moi. Je captais la façon dont ses yeux fuyaient quand je mentionnais l'avenir, comment il changeait de sujet avant que je puisse finir une pensée. Un soir, assise à sa table de cuisine, j'ai essayé de lui dire combien il comptait pour moi. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais senti aussi en sécurité, aussi stable depuis des années. Il a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. C'était le genre de sourire que l'on donne par obligation, pas par affection. Et même si mon cœur se serrait, je le refoulais. Je me convainquais que c'était juste la fatigue. Je ne savais pas alors que je ne construisais pas une vie avec lui. Je soutenais un décor de scène. Il m'avait casté dans un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné, sans même savoir qu'il existait. Mais à ce moment-là, dans ce chapitre de ma vie, je pensais que c'était de l'amour. Le premier signe est venu de quelque chose de si ordinaire que j'ai failli l'ignorer. Jeudi soir, des courses dans les bras, l'air frais mordant mes joues alors que je jonglais avec des sacs en papier par sa porte d'entrée. Je me souviens avoir fredonné distraitement, posé les sacs sur le comptoir, sorti des légumes frais, l'odeur de l'ail collant à mes doigts. La routine aurait dû me réconforter. Au lieu de cela, il y avait une inquiétude silencieuse dans ma poitrine, la même que je mettais de côté depuis des semaines. Steven est entré peu après, les cheveux un peu humides de sueur, les bottes couvertes de poussière d'un chantier. Ça sent déjà bon, dit-il en m'embrassant rapidement sur la joue. J'ai souri, bien que ce soit plus faible que d'habitude. Ce sourire était devenu mon armure ces derniers temps. Facile, automatique, couvrant des questions que je ne voulais pas formuler. Le dîner mijotait sur la cuisinière, le doux sifflement de l'huile remplissant la pièce pendant que je m'accroupissais près de la table basse qu'il avait promis de réparer il y a des mois. Le pied vacillait dangereusement chaque fois que quelqu'un posait un verre. Et finalement, j'en avais eu assez d'attendre. Avec un tournevis dans une main et de la détermination dans l'autre, je me suis agenouillé, calant le bois fermement. C'est alors que son téléphone a vibré. Fort, insistant, coupant l'air. Steven a jeté un coup d'œil à l'écran, et en une fraction de seconde, son expression a changé, ses yeux s'illuminant d'une manière que je n'avais pas vue lorsqu'il me regardait ces derniers temps. « Je prends ça dehors », a-t-il murmuré rapidement, ouvrant la porte du balcon. Au début, ça ne me dérangeait pas. Les appels allaient et venaient. Je n'étais pas du genre à rôder ou à questionner chaque sonnerie. La porte est restée entr'ouverte, laissant entrer une brise fraîche qui agitait les rideaux. Mon attention était portée sur l'alignement des vis, mais j'ai entendu mon nom flottant depuis le balcon comme un murmure destiné à me briser. Elle est gentille, mais ce n'est pas toi. Les mots m'ont frappé comme un coup pour lequel je n'étais pas préparé. Ma main s'est figée sur le tournevis. Mon estomac s'est serré si fort que j'ai eu l'impression que l'air lui-même m'avait été arraché. J'ai attendu, priant pour avoir mal entendu, mais la voix a continué. Sa voix. Ouais, elle m'achète des trucs. Ça fait tout paraître réel. Mais tu sais que je laisserai tomber à la seconde où tu dirais un mot. Mes oreilles ont brûlé, mon pouls battait dans ma tête. Monica, le nom était indubitable. Physique, la femme qu'il jurait être une ancienne histoire, un chapitre clos. Et pourtant, le voilà, s'accrochant à sa voix comme à une bouée de sauvetage, me jetant de côté dans le même souffle qu'il utilisait pour la flatter. Je voulais me précipiter dehors, ouvrir la porte, exiger des réponses. Au lieu de cela, je suis resté agenouillé à la table, les jointures blanches contre le bois. Je me suis forcé à écouter. Chaque syllabe me blessait profondément, chacune détachant une autre couche d'illusion dans laquelle je m'étais enveloppé. Il parlait de moi comme si j'étais un accessoire dans un spectacle, un substitut, une distraction parfaite en attendant le retour de Monica. Les cadeaux que j'offrais, les dîners que je cuisinais, les nuits où je restais debout à relire ses factures, tout cela réduit à un décor pour sa fierté. De plus, c'est ce que cela donnait l'impression. Chaque mot, un autre éclat me tranchant de l'intérieur. Alors, j'ai gardé mon sang-froid. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le tournevis. Mais j'ai serré cette dernière vis avec une précision qui frôlait la défiance. S'il voulait que je sois la belle supportrice, alors sois.
Je réparerais la table pendant qu'il avouerait mon insignifiance à une autre femme. Je me souviens de l'odeur du dîner qui devenait amère, de l'ail commençant à brûler sur la cuisinière. Mon estomac se retournait si violemment que la pensée de la nourriture me rendait malade. Pourtant, je ne pouvais pas bouger. Pas encore. J'avais besoin d'entendre la vérité complète sortir de sa bouche, sans filtre, sans savoir que j'absorbais chaque trahison. Elle finira par comprendre, dit-il en riant, d'un rire plein d'arrogance. Elle est forte. Elle s'en sortira. Mais toi, sa voix s'adoucit, sirupeuse. C'est toi que je voulais de toute façon. Je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a le plus surprise. Mes yeux brûlaient, mais aucune larme ne venait. Ce n'était pas la tristesse qui me tenait. C'était la clarté. Froide, tranchante, inébranlable clarté. Lorsque l'appel s'est terminé, j'ai entendu la porte du balcon se fermer. Steven a siffloté doucement, décontracté, comme s'il venait de discuter de la météo au lieu de démanteler tout ce en quoi je croyais. Je suis resté agenouillé à la table basse, pressant ma paume à plat contre le pied fraîchement resserré. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les stabiliser contre le bois. Je me sentais nauséeuse, mais je ressentais aussi quelque chose de plus fort. La résolution. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne sortais pas de là avec un cœur brisé. Je sortais armé de vérité. Je ne perdais pas l'amour parce que ce n'avait jamais été de l'amour au départ. Pas de la manière dont je le donnais, en tout cas. Je me suis levé lentement, j'ai essuyé mes paumes contre mon jean et j'ai pris une profonde inspiration. Le dîner sifflait furieusement sur la cuisinière, oublié. Les provisions que j'avais transportées avec soin étaient à moitié déballées sur le comptoir. La pièce avait l'air ordinaire, mais je n'y appartenais plus. Lorsque Steven est revenu dans le salon, je n'ai pas croisé son regard. Je ne pouvais pas. Pas encore. S'il me regardait, il pourrait remarquer la tempête qui se préparait, le feu qu'il avait allumé sans le savoir. Alors, je n'ai rien dit. Pas à propos de l'appel. Pas à propos de Monica. J'ai laissé le silence me protéger. Mais au plus profond de moi, je savais une chose avec une certitude absolue. Son histoire avec moi venait de se terminer. Et la mienne, eh bien, la mienne ne faisait que commencer. La porte du balcon s'est fermée derrière lui, et je suis resté figé sur place, toujours accroupi près de la table basse que je venais de finir de réparer. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans le bout de mes doigts. Quand Steven est revenu en marchant, il l'a fait comme un homme sans remords, sifflotant sous son souffle, son téléphone négligemment rangé dans sa poche, ses lèvres se courbant en ce même sourire qu'il avait toujours utilisé pour me désarmer. « Ça sent bon ce que tu prépares », dit-il en jetant un coup d'œil vers la cuisinière. Son ton était enjoué, léger, presque moqueur dans sa normalité. Ce fut le moment où la fureur dans ma poitrine se focalisa. Je n'allais pas porter cette vérité en silence. Je n'allais pas le protéger par mon silence. J'ai tout entendu. Les mots sont sortis de façon régulière, bien que ma voix tremblât sur les bords. Il s'est figé à mi-pas. Son sourire s'est effondré, laissant son visage mou et pâle. La couleur s'est retirée de ses joues comme si quelqu'un avait tiré une prise et tout laissé s'échapper. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers le balcon, puis de nouveau vers moi, comme s'il espérait que je voulais dire autre chose. Laura. Il a commencé à bégayer, cherchant la bonne excuse, mais rien ne venait. Je ne lui ai pas laissé la chance. Tu as dit que je n'étais qu'une distraction pour toi. Que tout ceci, j'ai fait un geste autour de l'appartement, les provisions sur le comptoir, les outils que je venais de ranger, le dîner qui crépitait sur la cuisinière, était un acte pour son bénéfice. Sa bouche s'est ouverte et fermée, inutile comme un boycott volé. Il ne pouvait pas le nier. Il savait que j'avais tout entendu. Envoie un texto à Monica, ai-je dit fermement. Dis-lui que je m'en vais. Le silence qui a suivi était lourd, pesant sur nous deux. Sa gorge s'est agitée comme s'il voulait argumenter, mais aucun mot ne venait. Pour la première fois, il m'a paru petit. Ses larges épaules se sont voûtées, ses yeux humides de panique. Sa confiance s'est brisée. Mais même dans ce silence, je pouvais le voir sur son visage. Il ne le ferait pas. Il ne lui enverrait pas de texto. Il ne pouvait pas, car au fond, il savait que Monica ne le voulait pas. Elle ne l'attendait pas. Pas vraiment. Elle le faisait traîner et il s'accrochait au fantasme comme si c'était de l'oxygène, et moi,
j'étais juste le masque qu'il portait pour se convaincre qu'il avait encore de la valeur. La prise de conscience ne m'a pas brisé. Elle m'a donné du pouvoir. Alors, j'ai décidé de lui offrir un adieu qu'il n'oublierait pas. Je suis allé à son bureau et j'ai débranché le routeur Wi-Fi du mur. Le cordon pendant dans ma main. Ses yeux se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers le tableau électrique, celui-là même que je l'avais aidé à installer des mois auparavant. Quand nous avions ri de tous les étiquettes qu'il avait ratées sur les interrupteurs. Ma main a plané une seconde avant que je ne coupe les disjoncteurs un par un. Le ronronnement des appareils a cessé. Le salon s'est assombri. Le petit royaume dont il était fier, les outils et gadgets qu'il adorait, tout a été éteint sous ma main. « Laura » s'est-il écrié. Sa voix s'est brisée, mêlant panique et incrédulité. Il a fait un pas vers moi, puis a hésité comme s'il n'était pas sûr que j'allais jeter toute la boîte par la fenêtre. Je me suis tourné vers lui, calme d'une manière que je ne m'attendais pas, « Je ne suis plus ta technicienne. » Les mots ont frappé comme le dernier clou scellant un cercueil. J'ai posé ma clé sur le comptoir avec un clic silencieux, attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Il a trouvé sa voix alors. « Tu es dramatique. Tu fais une erreur. » Ces mots m'ont poursuivi dans le couloir, tranchant et désespéré. Mais je ne me suis pas arrêté. Mes pas résonnaient contre les murs alors que j'ouvrais la porte d'entrée et laissais l'air nocturne me frapper. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, je pouvais respirer. Derrière moi, sa voix s'élevait plus fort. « Tu vas le regretter. » Je continuais de marcher. Les portes de l'ascenseur se sont fermées devant moi avec un soupir métallique, le scellant de l'autre côté. Mon reflet me regardait dans le verre terne, le visage pâle, les yeux brûlants, les lèvres serrées, mais j'avais l'air stable, plus forte que je ne l'avais été depuis longtemps. Lorsque l'ascenseur s'est ouvert au rez-de-chaussée, le monde m'a semblé nouveau. Dehors, les lampadaires brillaient chaudement sur le trottoir. La ville vibrait des sons du trafic et des rires. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Je savais que c'était lui. Je suis sorti dans la nuit, laissant derrière moi l'homme, les mensonges, l'appartement et l'obscurité que j'avais laissés à ma place. Son monde s'était assombri, et le mien venait de trouver la lumière. Le lendemain matin, je pouvais déjà sentir le changement dans l'air. Mon téléphone a vibré avec un message d'une vieille amie. « Salut, j'ai entendu quelque chose. Tu vas bien ?» Les mots pesaient lourd dans ma poitrine. Il ne s'était même pas écoulé 12 heures depuis que j'avais quitté l'appartement de Steven, et déjà les murmures avaient commencé. Il bougeait vite. C'était sa manière. Faire tourner l'histoire avant que j'aie une chance de parler. Au moment où j'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai vu ses empreintes partout. Un post sur son fil. Parfois, les gens les plus proches de toi causent le plus de chaos. Une légende vague accompagnée d'une photo en noir et blanc de lui regardant au loin de manière dramatique. Ses abonnés, nos connaissances mutuelles, ses anciens camarades de classe, même ses clients, étaient dans les commentaires. Reste fort, bro. Tu ne mérites pas cette énergie toxique. Lâche-la. Je pouvais presque voir le sourire narquois sur son visage alors qu'il savourait le tout. Puis les appels ont commencé. Une voisine que j'avais invitée à prendre un café m'a demandé directement si j'avais perdu la tête. Une autre amie a murmuré que Steven disait que j'avais saboté son appartement par dépit. Les mots piquaient non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient conçus pour coller. Il voulait que les gens me voient comme la femme instable qui ne pouvait pas supporter le rejet. Et le pire, c'est que certaines personnes le croyaient. Au supermarché ce week-end-là, j'ai croisé une connaissance mutuelle, quelqu'un pour qui j'avais aidé à concevoir des dépliants il y a des mois. Elle a évité mon regard, marmonnant un bonjour hâtif avant de pousser son caddie dans la direction opposée. Je pouvais sentir le jugement suspendu entre nous, tacite mais tranchant. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai poursuivi personne car pendant que Steven s'employait à me dépeindre comme une dérangée, je savais quelque chose qu'il ignorait. La vérité n'a pas besoin de campagne. Elle n'a pas besoin de hashtag ou de commentaires de pitié. La vérité est patiente. Elle attend que des fissures apparaissent dans la performance, et elles apparaissent toujours. Pourtant, cela ne rendait pas le silence facile. Mon instinct était de me défendre, de crier la vérité jusqu'à ce que les murs tremblent. Mais je me souvenais de son visage quand je lui avais dit que j'avais tout entendu. Culpabilité,
panique, aucun déni. Je n'avais pas besoin de me battre pour prouver ce que je savais déjà. Alors, je suis restée silencieuse, mais les gens remarquent les choses quand vous arrêtez de parler. Ils commencent à assembler les pièces par eux-mêmes. L'un de ces soi-disant partisans m'a envoyé un message privé une semaine plus tard. Et, je sais que Steven dit à tout le monde que tu t'es énervé contre lui, mais puis-je te demander quelque chose? Si l'électricité est tombée en panne comme il le prétend, pourquoi n'a-t-il pas simplement appelé un électricien? C'est un électricien, n'est-ce pas? Ce message m'a fait rire, bien qu'il ait aussi un ton amer. Exactement. Pourquoi ne l'avait-il pas réparé lui-même? Pourquoi son histoire était-elle si vague, ses détails si minces? Plus Steven essayait de faire avancer son récit, plus des trous apparaissaient. Les gens se souvenaient de choses réelles, indéniables. Ils se souvenaient qui avait construit son site web quand il ne comprenait pas WordPress. Ils se souvenaient qui avait payé sa première campagne publicitaire parce que son compte bancaire était presque vide. Ils se souvenaient qui avait traversé la ville sous la tempête juste pour livrer de la nourriture chaude quand il travaillait tard. Et ce n'était pas Monica. Cette vérité n'avait pas besoin que je la défende. Elle se défendait elle-même. Pourtant, je mentirais si je disais que la campagne de dénigrement ne m'avait pas blessé. Ça l'a fait. Assise seule la nuit, à parcourir les commentaires, sachant que les gens riaient d'une histoire où j'étais le méchant. Ça hocha la tête. Mes mains me démangeaient d'écrire des réponses pour rétablir les faits. Mais ensuite, je pensais à Monica, à la façon dont il avait dit, elle est gentille, mais ce n'est pas toi. Si je me battais, je jouerais toujours le rôle qu'il avait écrit pour moi. Et j'en avais fini avec ça. J'ai attendu, patiente, vigilante, stable, et bien sûr, le dénouement est arrivé. Une amie m'a parlé d'une réunion à laquelle il avait participé où l'histoire de Steven avait changé en plein milieu d'une phrase. D'abord, il a dit, tu as coupé le courant, m'a-t-elle expliqué. Puis plus tard, il a dit, le disjoncteur a sauté tout seul. Il n'arrivait pas à être constant. Une autre amie a avoué qu'elle lui avait demandé directement pourquoi j'avais soi-disant perdu le contrôle. Il a juste dit, tu sais comment sont les femmes. Cette réponse ne lui a pas plu. Elle m'a dit qu'elle avait quitté la conversation en pensant moins de bien de lui que de moi. Les fissures s'élargissaient à chaque nouvelle répétition. Ces citations pleines de suffisance sur Instagram, ces tentatives désespérées de jouer la victime. Tout cela commençait à ressembler moins à la vérité et plus à du théâtre. Les gens l'ont vu. Ils ne l'ont peut-être pas encore dit à voix haute, mais je pouvais sentir la marée changer. Un soir, j'ai croisé une connaissance mutuelle devant un café. Elle a hésité, puis a finalement dit, « Laura, je sais ce que Steven a dit, mais honnêtement, ça ne colle pas. Tu ne me donnes pas l'impression d'être le genre de personne qui perd la tête comme ça. » Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé qu'il était froid. Les gens n'achetaient pas ça. Pas tous en tout cas. Certains commençaient déjà à se poser des questions, à douter, à reconsidérer. Et c'était suffisant pour moi. Parce que la vérité ne crie pas, elle persiste. Elle attend. Et lentement, elle démantèle les mensonges pièce par pièce jusqu'à ce que le menteur soit exposé sans rien d'autre que sa propre ombre. Et Steven, il se rapprochait de cette ombre chaque jour. Le silence qui a suivi les mensonges qui ont démantelé Steven aurait dû être une punition suffisante. Mais la vie a sa façon d'ajouter sa propre tournure, et cette fois, le karma a eu un timing impeccable. Monica ne reviendrait jamais. Je ne l'ai pas appris de Steven. Je l'ai appris par le même réseau informel qu'il avait utilisé pour me salir. Une amie m'a envoyé un message tard un soir avec un lien. « Tu voudras voir ça ?» a-t-elle écrit. Je l'ai ouvert, et là, elle était, Monica, radieuse sur une nouvelle photo, se penchant sur l'épaule d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas Steven. Il n'en était même pas proche. L'homme était plus âgé, habillé avec élégance dans un costume qui criait la confiance et la stabilité. Son bras était enroulé autour de sa taille comme s'il l'avait réclamé pleinement, pas timidement. La légende sous la photo disait quelque chose de simple. Certains chapitres se ferment pour que de meilleurs puissent commencer. J'ai failli rire. La femme même autour de laquelle Steven avait construit ses fantasmes lui avait déjà fermé la porte, et il ne le savait même pas encore. 4 jours plus tard, j'ai entendu de petits murmures. Monica était de retour avec son ex, celui qu'elle désirait bien avant que Steven et moi nous croisions. Elle l'avait fait traîner,
lui donnant des miettes d'attention de la même manière qu'il m'avait fait. Et soudain, j'ai compris. Steven n'était pas le joueur qu'il pensait être. C'était un pion, déplacé sur l'échiquier de Monica sans jamais réaliser qu'il était remplaçable. Mais au lieu d'affronter cette vérité, il a redoublé de désespoir. Un après-midi, mon téléphone a vibré avec un message d'une amie. Une capture d'écran de Steven lui demandant de l'aide. Une idée de comment annuler ce que Laura a fait au circuit. L'ironie m'a presque fait basculer. L'homme qui se vantait sans fin de ses compétences, qui se pavanait avec le nom de son entreprise gravé sur un bracelet, ne pouvait même pas réinitialiser son propre disjoncteur sans moi. Je n'ai pas répondu. Il n'était pas seulement bloqué sur mon téléphone. Il était bloqué dans mon esprit. La version de moi qui l'aurait accablé, qui serait revenue pour réparer les choses, avait disparu. Mais il n'a pas abandonné facilement. Quand ses messages sont restés sans réponse, il a pris la voix du lâche, appelant ma douce mère à la parole douce, qui disait rarement un mot dur à propos de qui que ce soit. Elle devait s'attendre à ce qu'elle plaide en son nom pour m'adoucir avec la culpabilité. Au lieu de cela, elle m'en a parlé plus tard, riant d'incrédulité. Il a appelé pour demander si je pouvais te convaincre de lui parler, dit-elle en secouant la tête. Alors je lui ai dit, si ma fille a éteint tes lumières, je suis sûr que tu as mérité l'obscurité. Puis j'ai raccroché. Je n'aurais pas pu mieux l'écrire moi-même. Pourtant, le coup final n'avait pas encore frappé. Pas avant que Monica elle-même ne le rende public. C'était un samedi matin quand je l'ai vu. Son nouveau post sur Instagram, une photo d'elle et de l'homme en costume souriant comme s'il n'avait rien à cacher. Sa main reposait sur sa poitrine, son annulaire orné d'un éclat d'or. Les commentaires étaient remplis de félicitations, d'émojis cœur, d'excitation pour leur avenir. Et Steven, silencieux pour toutes ces citations cryptiques, ces accusations bruyantes, sa campagne contre moi. Il n'avait plus rien à dire maintenant parce que Monica n'avait pas seulement avancé. Elle avait amélioré son choix. Elle l'avait laissé échouer dans le fantasme même qu'il avait construit, chassant son ombre pendant qu'elle se tenait dans la lumière de quelqu'un d'autre. J'imaginais son visage quand il a vu ce poste. La réalisation naissante qu'il avait tout parié et tout perdu. L'humiliation de savoir que le monde pouvait voir son bonheur et son absence. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti la paix parce que je n'ai eu à lever un doigt. Je n'ai pas eu à l'exposer, à me défendre, ou à créer ma propre vengeance. Monica avait écrit la fin pour lui, et la vie avait délivré la chute. Et Steven, il était toujours dans le noir. Pendant une semaine entière après l'annonce de Monica, je n'ai entendu un seul mot de Steven. Pas d'appel, pas de murmure, pas même un post passif-agressif en ligne. C'était comme si l'homme s'était évaporé dans sa propre humiliation, se cachant du monde même qu'il avait autrefois essayé de manipuler. Mais ensuite, il y a eu ce coup. C'était en début de soirée. Le ciel à l'extérieur peint dans des tons doux d'orange et de violet. Je m'étais juste installé avec une tasse de thé, le genre de petit réconfort que j'appréciais ces derniers temps, quand les coups sur ma porte ont brisé le silence. Au début, je ne voulais pas répondre. Mon instinct me disait exactement qui c'était. Et quand j'ai finalement ouvert la porte, ma suspicion fut confirmée. Steven, mais pas le Steven dont je me souvenais. Cette version de lui ne ressemblait en rien à l'homme confiant qui entrait autrefois dans les pièces la tête haute. Ses cheveux étaient gras, agglutinés comme s'il ne les avait pas lavés depuis des jours. Sa chemise était froissée, une légère tache s'étendant près du col. Ses yeux étaient creux, cernés de cernes foncées. Le charme qui m'avait autrefois attiré avait disparu, remplacé par le désespoir d'un homme qui avait tout perdu. J'ai fait une erreur, dit-il, sa voix se brisant par endroits où il essayait de la maîtriser. Je suis resté immobile, ma main appuyée sur le chambranle de la porte, le regardant se désintégrer. Il ne pleurait pas, pas vraiment, mais le tremblement dans sa voix le trahissait. Il parlait vite, comme s'il déversait les mots avant qu'ils ne s'échappent. Tu me manques. J'étais confus. Je ne voulais pas te blesser. Tu me connais, Laura. Tu me connais. J'ai levé une main. Mon silence l'avait toujours déstabilisé plus que mes mots. Et ce soir, j'ai laissé cela travailler pour moi. Ses divagations se sont estompées. Ses épaules se sont affaissées. Pour la première fois, il ressemblait moins à un homme qui implorait le pardon qu'à un garçon pris dans les conséquences de ses propres décisions. J'ai pris une lente inspiration,
puis j'ai dit les mots qui attendaient sur ma langue depuis le moment où j'ai quitté son appartement. Tu n'as jamais même été un vrai petit ami, lui ai-je dit. Mon ton était calme, presque détaché. Tu étais un projet que j'ai terminé et dont je me suis éloigné. La couleur a quitté son visage. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Sans un autre mot, j'ai fermé la porte. Le clic de la serrure était définitif, une frontière tracée, non pas avec colère, mais avec certitude. Je me suis appuyé contre le bois pendant un moment, mon cœur battant la chamade, non pas de peur, mais de libération. Pas d'argument, pas de clôture, juste une fin qui m'appartenait. Le lendemain matin, je l'ai trouvée. Une enveloppe pliée posée sur mon porche. Les bords maculés comme si ses mains avaient tremblé en la laissant. Mon estomac s'est serré en la ramassant, hésitant à la lire. Mais la curiosité a gagné, 3 pages, écrites à la main, son écriture désordonnée, inégale. La première ligne était des excuses. Grande, envolée, vide. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'étais stupide. J'avais peur. La suivante était une série d'excuses. Il était confus à propos de Monica. Il se sentait pressé de lancer son entreprise. Il ne savait pas comment gérer l'affection que je lui portais, comment cela le faisait se sentir à la fois reconnaissant et inadéquat. Puis vinrent les culpabilisations. Personne ne m'a jamais soutenu comme tu l'as fait. Je ne sais pas comment je vais survivre sans toi. Tu sais, je ne peux pas faire ça seul. Mais la dernière ligne était celle qui est restée. Tu n'avais pas à m'humilier comme ça. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, laissant l'amertume suinter à travers l'encre. Il n'était pas désolé pour la trahison. Il n'était pas désolé de m'avoir fait traîner. Il était désolé d'avoir été exposé, d'avoir perdu le contrôle qu'il pensait avoir sur moi. J'ai posé la lettre sur le comptoir, un sourire narquois se dessinant sur mes lèvres. Comme il avait tort, j'avais dû l'humilier. J'avais dû lui ôter la façade qu'il avait construite pour lui montrer, et à moi-même, que je n'étais pas le substitut faible qu'il imaginait. Que j'avais le pouvoir de partir, d'éteindre les lumières, de terminer le spectacle à mes conditions. Et si j'avais à le refaire, je le ferais sans hésitation. J'ai plié soigneusement sa lettre dans l'enveloppe et je l'ai mise de côté comme quelque chose de pourri que je ne voulais plus toucher. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Pas de remuement, pas de larmes, juste un calme stable qui s'est installé. Et une fois que j'ai réalisé qu'il ne restait plus rien entre nous que son amertume, et l'amertume ne pouvait plus m'atteindre. Mais Steven n'avait pas fini. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un numéro étrange. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu, pensant que c'était peut-être un appel professionnel. Dès que j'ai entendu sa voix, mon estomac s'est retourné. « Tu vas le regretter », a-t-il sifflé. « Tu penses que tu peux me quitter comme ça ? J'espère que tu finiras seule, Laura. C'est ce que tu mérites. » Elle a été le vrai Steven. Pas l'homme charmant qui me taquinait autrefois dans les quincailleries. Pas le rêveur avec de grands projets. Juste un petit homme amer, plein de droits, qui explosait parce que son filet de sécurité avait finalement glissé. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché et bloqué le numéro immédiatement, ma main stable cette fois. Ces mots ne m'ont pas ébranlé. Ils ont clarifié les choses. C'était ce qu'il avait toujours été. Égoïste, manipulateur, et terrifié de perdre le contrôle. Quand le silence s'est accru, j'ai aussi m'attendais à ce que mes amis restent silencieux, à garder les doutes qu'il avait semés avec sa campagne de dénigrement. Mais quelque chose de surprenant s'est produit. Mon téléphone a commencé à s'allumer avec des messages, pas de lui, mais des personnes qui avaient autrefois cru son histoire. Laura, je suis désolé. J'aurais dû mieux savoir. Je n'arrive pas à croire que je l'ai écouté. Tu ne méritais pas ça. Si jamais tu veux parler, je suis là. Un par un, ils sont revenus. Pas en excuses dramatiques, mais en admissions calmes qui semblaient sincères. Et étrangement, cela signifiait plus pour moi que n'importe quel grand geste de vengeance n'aurait jamais pu. Pas parce que j'avais besoin de leur validation, mais parce que cela me montrait que la vérité avait fait son travail. Lentement, régulièrement, elle s'était révélée. Ce fut le moment où j'ai décidé de ne plus gaspiller une once d'énergie sur Steven. Pas de réponse, pas d'attaque contradictoire, pas d'amertume persistante, juste le silence. Je me suis consacré à la paix. Les longues promenades sont devenues ma thérapie.
chaque pas me portant plus loin du chaos qu'il avait laissé derrière lui. Je m'arrêtais au petit café du coin, commandais un café, et laissais le soleil du matin réchauffer mon visage. La musique jouait doucement dans mes oreilles. De vieilles chansons que j'aimais mais que j'avais oubliées en essayant si fort de suivre ses humeurs. Les soirées étaient à nouveau consacrées au rire. J'invitais des amis, les vrais, ceux qui avaient toujours été là sous le bruit. Nous nous asseyions autour de ma table de cuisine, sirotant du thé et racontant des histoires. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas obligé de me défendre. Je pouvais juste être. Mais le plus grand changement s'est produit à la maison. Pendant des années, j'avais attendu que des hommes règlent les choses. Pour réparer le robinet qui fuit, pour réparer le portillon qui grince, pour remplacer la tuile fissurée dans la cuisine. Avec Steven, c'était pareil. Il promettait de s'occuper des réparations qui n'arrivaient jamais. Je l'avais cru parce que c'était plus facile que de croire en moi-même. Plus maintenant. Un samedi, j'ai retroussé mes manches et j'ai commencé modestement, en remplaçant la charnière qui grince du placard dans la cuisine. Il a fallu de la patience, un peu d'essais et d'erreurs, mais quand j'ai entendu la porte se fermer en douceur pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Il ne s'agissait pas seulement du placard. Il s'agissait de me prouver que je pouvais le faire. De là, je suis passé au portail arrière. Des charnières rouillées, un loquet lâche. J'ai passé l'après-midi à poncer, resserrer, huiler. Le soir, le portail se fermait avec un clic satisfaisant. Je me tenais dans la cour, essuyant la sueur de mon front, me sentant plus fier que je ne l'avais été depuis des années. Les carreaux de la cuisine sont venus ensuite. Un par un, j'ai remplacé ceux qui étaient cassés, m'agenouillant sur le sol avec les outils dispersés autour de moi. C'était désordonné, frustrant, et plus d'une fois, j'ai marmonné à voix basse. Mais quand j'ai enfin regardé la surface lisse et intacte, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'avais pas besoin que Steven répare quoi que ce soit. Je n'en avais jamais eu besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de la clarté, et maintenant je l'avais. J'ai réalisé alors qu'il n'avait jamais été mon chagrin. Il était ma bénédiction déguisée. Une bénédiction dure et laide, mais une bénédiction quand même. Il m'a forcé à voir la vérité, à reconstruire, à découvrir une force dans des endroits que j'avais négligés. Assise sur mon porche un soir, l'air chaud et le monde silencieux, j'ai repensé à tout, aux bracelets, aux routines, aux promesses. Et pour la première fois, je n'ai pas eu mal. Je ne me suis pas demandé ce qui aurait pu être. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la gratitude pour la clarté, pour la paix, pour le silence qui ne me faisait plus peur. Steven avait voulu que je regrette d'être parti, mais tout ce que je ressentais, c'était la liberté, aucun contact, aucun regret. Je me demande souvent ce qu'il imaginait qu'il se passerait une fois la poussière retombée. Peut-être pensait-il que je resterais en arrière-plan, tournant toujours autour de lui comme une planète autour d'un soleil, attendant que Monica trébuche pour qu'il puisse revenir vers moi. Peut-être croyait-il que je m'accrocherais au reste de ce que nous avions, désespéré d'ignorer la vérité que j'avais entendue cette nuit-là. Mais il m'a mal jugé. Je n'étais pas un substitut. Je n'étais pas une remplaçante pour soutenir sa fierté. J'étais la femme qui s'était présentée, donnée généreusement, aimée profondément, et construite quelque chose de réel à partir de rien. Et lui, il m'a échangé pour un fantôme. La beauté de cela, c'est que les fantômes ne peuvent pas rester éternellement. Monica s'est éloignée dans sa nouvelle vie, main dans la main avec quelqu'un d'autre. Et Steven. Il est resté à saisir de l'air vide. Je ne pense plus souvent à lui, mais quand je le fais, ce n'est pas avec de la nostalgie. C'est avec une image claire, inébranlable. Lui, assis dans son appartement sombre. Des outils éparpillés. Le bracelet que j'ai acheté collectant la poussière quelque part dans un tiroir. Les lumières qui bourdonnent à nouveau. Oui, mais la chaleur est partie. L'électricité rétablie, mais la présence manquante. C'est ce qu'il a gagné. Le silence. Pendant ce temps, je vis libre. Libre de manipulation. Libre du jeu constant de savoir si j'étais suffisante. Libre d'être le soutien émotionnel de quelqu'un pendant qu'il en poursuivait une autre. J'ai arrêté de porter son poids au moment où j'ai fermé cette porte et je ne l'ai jamais repris. La première fois que j'ai réalisé à quel point la vie était différente, c'était un matin, quelques semaines plus tard. J'ai préparé mon café, ouvert les stores, et senti le soleil se déverser sur les carreaux de la cuisine que j'avais réparée moi-même.
Ce petit détail, la douceur sous mes pieds nus, m'a fait sourire. Il ne s'agissait pas seulement d'un sol. Il s'agissait d'une vie que j'avais reconstruite, stable dans la mienne. Mes amis ont aussi remarqué le changement. Ils ont dit, mon rire venait plus facilement. Mes épaules étaient plus droites. Ma voix avait une force qu'elle n'avait pas auparavant. Et ils avaient raison. Il y a une légèreté qui vient quand on lâche enfin ce qui n'a jamais été à nous de porter. J'ai rempli mes journées de petites joies, de longues promenades où je respirais l'air frais comme un médicament. De la musique le matin, le genre qui me levait au lieu de me briser. Même le silence est devenu précieux. Un silence que j'avais autrefois craint m'enveloppait maintenant comme la paix elle-même. Et parfois, quand je passais devant une quincaillerie ou que je voyais quelqu'un tripoter un tableau électrique, je riais à mes propres pensées. Un rappel privé que je ne tenais plus une lampe de poche pour les rêves de quelqu'un d'autre. Mes mains, ma lumière, mon énergie, tout cela m'appartenait maintenant. Steven pensait avoir le dernier mot. Il pensait que sa campagne de dénigrement, ses insultes, sa lettre amère laisseraient des cicatrices. Mais à la fin, tout ce qu'ils ont laissé était la clarté. Le genre qui ne s'estompe pas. Le genre qui brille plus fort avec le temps. Parce que voici la vérité que j'ai finalement apprise. Certaines lumières, une fois éteintes, ne se rallument pas. Et certaines femmes, une fois qu'elles s'en vont, ne regardent jamais en arrière. Ce fut ma fin la plus brillante. Cette histoire de trahison et de karma vous a tenu en haleine. Appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Laura a appuyé sur l'interrupteur et est partie pour de bon. Quel a été votre moment préféré? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de résilience. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer ce qui se passe.